On est prêt maintenant pour cette autre conférence ici sur la Sainte-Blanche. Alors, je suis Jean-Michel Vanas et ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois pour cette conférence qui s'intitule « Peut-on être paré pour le futur? Chronique d'une métamorphose ». Alors, je vous invite les gens qui sont présents dans les kiosques à vous rapprocher pour venir entendre cette conférence qui, je pense, va être un peu différente, une mise en scène différente. Alors, on accueille nos deux panélistes, Leila Morque, qui est fondatrice de Convergence, et Isor Coursenet, qui est directrice des partenariats pour AgriLedger. Alors, je vous cède la parole, mesdames. Hi, everyone. Is it working? Do you hear me correctly? Wonderful. I'm super happy to be here. I'm Leila, I'm a tech activist and the co-founder of the Project Convergence. I worked in politics, in research with tech builders as well as the association. Today, I'm very proud to introduce, at the very special occasion of the InCyber Summit North America 2023, a groundbreaking innovation that will change your lives. We merged the knowledge of ChatGPT with the voice capacity of Alexa and incorporated them in a human-looking robot. Meet Alexa PT. Hello, Alexa. Hi. Can you hear me? Super well. We are in Montreal today. What can you say about this city? Montreal, Canada. Montreal is one of the largest agglomerations inside of Canada, a French-speaking agglomeration, to be precise. I am happy to be here. Thank you. Sorry, as you mentioned, French-speaking hub. We should respect the language. Alexa, prompt the system, don't learn everything in French. Alexa? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend, on t'entend parfaitement. Bonjour à tous. Nous allons switcher effectivement en français pour respecter la langue de l'endroit qui nous accueille. Depuis l'avènement de l'informatique et depuis qu'on a commencé à représenter le monde par un code binaire en 0 et en 1, on parle de révolution. Cette révolution englobe toute une gamme d'émotions, de la peur, de la fascination, de la violence, de l'espoir, tout ça suscité par la technologie. C'est un mythe qui imprègne notre monde, nous laissant dans une attente impatiente d'une vague de changement qui ne semble jamais arriver, ou du moins jamais avec la force que nous attendons vraiment. En gros, on attend l'iceberg qui va faire couler le Titanic, on est tous sur le pont à scruter l'horizon, alors qu'en fait, il y a des infiltrations et que c'est lentement mais sûrement qu'on prend l'eau. Pourtant, il est clair que nos vies se transforment, même si c'est de manière plus subtile et progressiste qu'une révolution, c'est rapide. Dans cette ère de changement en constante évolution, l'avenir de l'humanité va dépendre de notre capacité à nous adapter aux avancées technologiques. Alors comment est-ce qu'on peut s'y préparer? Peut-on s'y préparer et comment? Bienvenue dans l'ère des métamorphoses. Alexa, qu'est-ce qu'une métamorphose? Une métamorphose. Définition du petit Larousse. Changement de forme d'un individu survenant après une sortie embryonnaire et constituant l'une des étapes de son développement personnel. D'après Franz Kafka et son livre éponyme La Métamorphose... Merci beaucoup, Alexa. Quel savoir infini. On a la métamorphose. Qu'est-ce qu'une révolution? Une révolution implique un changement radical, soudain et complet. A contrario d'une métamorphose, celle-ci n'est pas graduelle mais brutale, née d'un événement disrupteur au sein d'un écosystème tiers. Merci, Alexa. Mais alors, comment est-ce qu'on peut accrocher ce mot métamorphose avec le mot du numérique? En fait, la première fois que j'ai entendu cette forme-là, c'est dans la bouche du philosophe Pierre-Antoine Chardel, spécialiste des enjeux numériques et de l'hypermodernité. Je reprends ici ces mots exprimés dans l'émission Le meilleur des mondes sur France Culture. Le terme révolution, effectivement, implique un changement soudain, radical et complet, tandis que la métamorphose suggère une transformation ou une évolution graduelle d'une forme à une autre. Les deux termes offrent des perspectives différentes sur le processus impliqué par un changement technologique. Les situer sur le long terme nous permet d'acquérir une distance critique avec cette évolution technologique et en fait d'éviter cet effet de sidération, un peu comme un lapin devant les phares d'une voiture. Ça nous permet de garder la tête froide et d'appréhender les objets de culture et les réinvestir d'un point de vue symbolique. C'est-à-dire que le numérique rentre dans notre culture plutôt que vient simplement la disrupter du jour au lendemain. Ça nous redonne un espace de pensée, un espace de discussion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous parle de métamorphose. Et du coup, est-ce que ChatGPT est une révolution technologique en soi ou l'évolution du langage humain mêlé à celle de l'intelligence des machines? Est-ce que la modération des contenus sur les réseaux sociaux est une révolution ou l'évolution de la liberté d'expression à l'heure de l'Internet? Alexa,
Donne-nous dans le domaine des technologies une approche comparée de quelques changements technologiques majeurs. Calcul en cours. Exemple numéro 1, la presse à papier. La vision révolutionnaire de l'introduction de la presse à papier de Gutenberg au XVe siècle est perçue comme un moment révolutionnaire démocratisant l'accès à la connaissance ainsi qu'à la littérature. D'un point de vue de métamorphose, si l'on regarde l'événement sous un spectre plus large, la presse à papier est une métamorphose d'évolution technologique passée. Avant celle-ci, des manuscrits et d'autres méthodes de duplication existaient. La presse est elle-même une évolution et son impact fut graduel et non soudain. Souhaitez-vous Alexa. un autre exemple? Alors j'en souhaite un, mais Alexa, avec tout ton savoir, penses-tu qu'il soit possible de switcher sur une voie un peu plus humaine? Bien sûr, avec grand plaisir. Ça fait du bien. Continue Alexa, donne-nous un autre exemple. Le second exemple, Internet. La vision révolutionnaire donnerait la suivante. L'introduction du World Wide Web au début des années 90 est souvent présentée comme une révolution numérique, transformant rapidement la façon dont nous communiquons, travaillons et jouons. Une vue de métamorphose, les racines d'ARPANET remontent aux années 60 avec ARPANET, et sa connaissance, elle, a été progressive. Les premiers utilisateurs ont connu des connexions commutées lentes, évoluant vers le haut débit, puis vers le web mobile. Cette lente évolution, associée au développement des technologies web, des navigateurs et des plateformes en ligne, dresse un tableau au fil des décennies. Souhaitez-vous un autre exemple? Aurais-tu un exemple qui vient mêler des choses qu'on connaît aujourd'hui? Je ne sais pas, par exemple, les voitures électriques. Bien Est-ce sûr. que les voitures électriques sont une révolution ou une métamorphose? La montée en puissance d'entreprises comme Tesla peut être considérée comme une révolution dans l'industrie automobile, les voitures électriques devenant soudainement courantes. Néanmoins, le concept et les prototypes de véhicules électriques existent depuis le XIXe siècle. Leur popularité est le résultat de l'évolution progressive de la technologie des batteries, d'une conscience environnementale croissante et d'adaptation des infrastructures. Donc finalement, chaque apparente rupture technologique est le résultat d'une combinaison d'innovations, de choix sociétaux, économiques, politiques, parfois même aussi. Et c'est aussi ce qu'on vit avec toi, si on peut le dire. GenAI n'est pas brand new. La reconnaissance de discours existe depuis 30 ans. Les machine learning models ont 6 ans. Et si tu apportes une innovation majeure, c'est par la scalabilité de la diffusion de cette technologie que tu représentes que tu te différencies. C'est par son accessibilité, par son incorporation dans la société, par la métamorphose que finalement la rupture se crée. Alexa, est-ce que l'humanité a su par le passé anticiper et se préparer au futur? Historiquement, l'humanité n'a jamais été préparée aux crises qui ont secoué son existence, introduisant des chocs, des traumatismes et des catastrophes par la piètre gestion de celles-ci, devant généralement sa survie aux interventions d'une poignée de héros discrets de l'histoire. Excellent. Mais on pourrait vivre désormais, si on prend ce point de vue de métamorphose, effectivement, et qu'on prend ce point de vue d'acteur et qu'on participe tous à ce changement, et qu'on sort de cette position de lapin tétanisé, si on regarde ce qui nous attend et qu'on s'y prépare, quels sont les challenges qui nous attendent dans le futur? Quel futur souhaitez-vous que l'on adresse? Historique, économique, écologique, géopolitique, Ok, sociétal? c'était peut-être un tout petit peu trop large. Quelles sont les tendances technologiques pour le futur? D'après le dernier rapport du Global Summit of Women, appelé également le Davos des femmes, voici les grandes tendances à venir. IA générative, robotique, technologie de registre distribué type blockchain, véhicules électriques, quantum computing et intricatif, conquête spatiale, climate tech, biotech, neurotech, nanotech, réseau 6G, augmented reality. Ça fait un paquet de choses, un paquet de challenges à absorber. Et comment est-ce qu'ils affectent l'humanité? Veuillez définir humanité. Disons l'humanité en tant qu'espèce intelligente. D'après la définition anthropologique d'une espèce intelligente, 2 facteurs sont déterminants. Capacité à dominer et contrôler son écosystème et capacité d'assurer sa survie à long terme. Dois-je considérer l'espèce humaine comme répondant à ces 2 critères? Évidemment, capacité à dominer son écosystème. Check and check. Capacité à survivre sur le long terme? Ne soyons pas défaitistes. On va le prouver. Oui, l'espèce humaine est une espèce intelligente. Alors Alexa, quels sont les challenges à venir pour l'humanité? Plusieurs challenges attendent l'humanité en tant qu'espèce dans la décennie à venir. Changement climatique, croissance démographique, technologie et éthique, tensions et guerres géopolitiques, fractures sociales et économiques, avec comme facteur aggravant, saturation de l'attention humaine. C'est un paquet de risques tout ça. Et en tout cas, on ne va pas s'ennuyer. Ou plutôt, on devrait. Car on n'a plus le temps de s'ennuyer. Et comme tu le dis si bien, cette saturation de l'attention humaine et le fait que c'est un facteur qui réunit finalement à peu près tous les autres.
pourquoi est-ce que la saturation de l'attention humaine est un challenge majeur pour notre espèce et peut-être même un challenge encore plus majeur que les transitions écologiques et numériques. Parce qu'en fait, elle modifie notre capacité à y répondre. Laissez-moi vous parler un tout petit peu d'économie de l'attention. L'attention humaine, c'est une ressource précieuse et limitée. Et les entreprises cherchent à la capter à travers divers médias et technologies, en particulier dans le contexte numérique. Dans notre économie, l'attention est considérée comme une monnaie. Les entreprises paient pour qu'à travers des contenus, des publicités, etc., ils puissent s'assurer l'attention des clients, des futurs consommateurs. Donc cette attention est monétarisée. Alors que le contenu disponible en ligne s'est complètement multiplié, et ça, je veux dire, l'attention d'économie a toujours existé, à la télévision, dans les journaux, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais avec l'avènement du numérique et des réseaux sociaux, c'est le contenu disponible qui s'est démultiplié. Et en fait, l'attention des consommateurs est devenue de plus en plus fragmentée, de plus en plus chère et de plus en plus disputée, avec des conséquences importantes sur nos sociétés. Surcharge d'informations, priorisation du contenu sensationnel, impact sur le bien-être, on peut citer le stress, on peut citer l'anxiété sociale, diminution de la capacité de concentration, vulnérabilité à la désinformation, atteinte à la vie privée, diminution de la rétention mémorielle, et j'en passe. Le simple fait que de notre attention, on puisse créer des données et que ces données-là soient ensuite revendues à des annonceurs, finalement, il y a une économie qui repose sur notre capacité cognitive à résoudre, à s'intéresser et à répondre à un problème. Ce qui fait que ce qui faisait notre prétendue supériorité humaine, ou du moins ce qui est au cœur de notre évolution en tant qu'espèce, c'est notre cerveau, c'est cette attention. Et c'est comment est-ce qu'on l'a utilisé pour créer des outils capables de petit à petit dominer notre écosystème. Si aujourd'hui on met en danger notre principal atout, d'aucuns pourraient dire que d'un point de vue anthropologique, c'est complètement aberrant. Eh bien oui, c'est complètement aberrant. On a toujours dit que si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Eh ben, on est exactement en train de vivre ça aujourd'hui. Alors si on ne parvient plus à se concentrer, à écouter des discussions longues et complexes, à s'informer autrement que par le buzz, comment pouvons-nous nous préparer au futur, puisque c'est ça la question à laquelle on essaie de répondre. Comment vraiment se préparer? On tient peut-être là un début de réponse. Faisons attention à l'intention. Notre conscience ne doit pas devenir une ressource financière. En gros, si on se prépare mal, si on ne se prépare pas, si on se laisse guider par les machines, on va peut-être finir tous comme dans Matrix. Alexa, prépare des scénarios pour l'avenir de l'humanité, basés sur les challenges à venir que tu as décelés. Au vu des méthodologies actuelles, aucun scénario positif pour l'humanité ne peut être décelé. Excellent. On doit le faire marcher. On va le faire marcher. Alexa, peux-tu, en imaginant que nous prenons cette démarche justement de métamorphose et que nous nous mettons tous à l'œuvre, imaginer des scénarios possibles et potentiellement un qui nous donne un espoir? Calcul en cours. Effectivement, 3 scénarios majeurs se dégagent. 1. Une seconde guerre froide creusée par la Chine et les États-Unis, Taïwan étant le point de pression au conflit. 2. Un monde terraformé par un choc climatique d'ampleur, déclenché par le scepticisme des classes dirigeantes vis-à-vis des systèmes de réduction carbone mis en place. 3. Une renaissance démocratique, née d'une génération familiarisée à la technologie et l'innovation, collaborant avec la génération précédente, déjà alerte aux problématiques du passé et utilisant leur intelligence collective au service du bien commun. Ce scénario est le seul gagnant. Eh bien écoutez, on doit le faire marcher. On va le faire marcher. Mais tout ça est quand même assez lourd. Et on n'accomplit rien si on a perdu l'espoir. Alexa, qu'est-ce qui donne de l'espoir? Calcul en cours. Calcul en cours. L'art donne de l'espoir. Alexa, joue-nous quelque chose. Très bien. Je vais jouer un extrait de l'artiste Véléienne. We're looking for hope inside this digital world. Cybersecurity is kicking aside. Maybe a new metamorphosis or a revolution we can define in the future. Only one humanity. Look deep inside your own digital identity, because your attention, we put some money inside. So remember, we are only one humanity. Maybe metaverse is this or revolution, because the song of a human being is not like an AI that can calculate everything. That's why only your soul, your heart and your mind can bring you deep inside, and you find the difference between an AI and a human on this earth. Metamorphosis or revolution.
Ça fait quand même vachement de bien. Alexa, maintenant qu'on a retrouvé de l'espoir, peux-tu nous dire qui travaille à rendre cet espoir réalité? Qui prépare le monde à être future ready? Calcul en cours. Parmi toutes les initiatives en cours, nous pouvons citer Convergence. Je manque néanmoins de plus d'informations à ce sujet. Alexa, tu me flattes. Parce que je connais à peu près ce que c'est Convergence et du coup, je vais vous en parler. Convergence, c'est un projet qui est assez récent, qui fonctionne en sous-marin pour le moment. Donc, c'est peut-être la première fois qu'on en parle sur scène, ou du moins qu'on en parle à des personnes. En fait, Convergence, il est né de 3 constats. Le premier, c'est que ceux qui parlent des sujets, notamment de technologie de rupture, sont trop peu souvent les personnes qui vraiment y travaillent. Il y a beaucoup d'experts qui sont experts à être experts et être experts un petit peu sur tout. Et par définition, quand on est expert sur tout, on est expert sur rien. Et donc du coup, de ce décalage entre la véritable expertise et les véritables personnes hands-on, si je peux me permettre l'anglicisme, vient des régulations incomplètes, vient des textes, vient des choix politiques, des choix économiques qui finalement ne reflètent pas l'état de l'art de la technologie ou le reflètent mal. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que la technologie est traitée, et on en parlait ce matin au forum, de manière silotée. Et c'est encore plus le cas lorsqu'on parle d'emerging tech. On passe d'une vague sur le quantique à une vague sur d'un coup tout est à propos de la 5G. Le lendemain, tout n'existe que dans le métaverse. Ensuite, c'est la blockchain qui va révolutionner le monde en à peu près 6 mois. Et le surlendemain, le monde n'existe plus sans IA générative et ça devient l'alpha et l'oméga. Sauf qu'en fait, entre elles, ces technologies ont finalement peu de ponts qui les réunissent. Alors que pourtant, lorsqu'on regarde aujourd'hui nos usages numériques, un téléphone est devenu à la fois un ordinateur, Internet, un téléphone portable bien évidemment, mais aussi un appareil photo, une boussole, voire un instrument de santé. Et donc finalement, c'est la convergence de ces technologies-là qui rend le produit important et qui rend le produit impactant dans nos vies. Sauf que jusqu'à maintenant, entre l'apparition de l'appareil photo et l'apparition de l'Internet, on avait des grands deltas temporels avant que ces technologies-là viennent se croiser ensemble. Et on avait encore à peu près le temps de s'y préparer. La différence avec les technologies émergentes d'aujourd'hui, c'est que le delta temporel entre le moment où la technologie apparaît et le moment où elle vient se plugger avec d'autres formes de technologie, il s'est énormément raccourci. Sauf que notre façon de traiter ces sujets technologiques-là, eux, ne se sont pas raccourcis. On continue à traiter l'IA et la blockchain de façon silotée. C'est aussi comme ça qu'on a un moyen de les traiter bien. Mais le moment où ces technologies-là vont se rencontrer se raccourcit. Et comme nos politiques, comme nos parfois acteurs économiques, on peut penser aux grandes boîtes, comme des acteurs de la société civile ne sont plus en capacité de voir ces changements-là venir, et ben finalement on continue à traiter en silo et donc à maltraiter l'émergence de ces technologies de rupture. Ça, c'était le deuxième constat. Le troisième constat, et c'est presque sur ça que Convergence prend tout son sens, c'est que les talents d'aujourd'hui et les talents de demain veulent de moins en moins travailler dans des grosses corpos. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de gens qui sont concentrés sur les sujets à impact et qui refusent d'aller bosser dans des grosses boîtes, dans des grosses GAFAM, dans des énormes compagnies où finalement leur travail, leur créativité et leur volonté d'avoir une démarche de changemakers perd sens parce qu'ils se retrouvent dilués dans ces grandes boîtes. Et donc du coup, on voit le format freelance et on voit les talents, les meilleurs talents, devenir une forme d'archipel de compétences qui vont à droite et à gauche créer une boîte, lancer un projet de recherche, etc. Il y a besoin de les unir, ces talents-là, parce que c'est seulement en formant des coalitions et seulement en bossant ensemble qu'on va réussir à résoudre ces sujets et à dissiloter justement le traitement des technologies. Bon ben voilà, Convergence, c'est à propos de ça. Convergence, ça vise à répondre à ça. Convergence, c'est une équipe qui aura maximum 30 talents, 30 agents spéciaux, on va dire, des sujets deep tech à travers le monde, avec chacun un talent unique sur un sujet spécifique. On va avoir, et on en a certains dans la salle, de l'éthique de l'intelligence artificielle avec une capacité à connaître ce sujet-là quasiment unique au monde. Ils sont peut-être 8 sur cette thématique. Une compréhension de la gouvernance blockchain, comme on en trouve peut-être 3 en France au maximum, 15 en Europe. On a un chercheur en mathématiques quantiques qui est en train de terminer sa thèse et donc le plus au fait, parce que c'est aussi ça en fait les hands-on, c'est les gens qui sont encore en train d'y travailler. Convergence a pour but de réunir ces talents-là qui ont chacun leur propre projet sous format freelance et ensemble de proposer des conseils, de la stratégie et des produits à des C-level en corporate et à des institutions. Notre but, c'est vraiment de venir sourcer ces talents-là, de venir les faire travailler ensemble et de venir être sûr que ce qu'on propose, c'est exactement ce qui se fait de mieux à l'état de l'art numérique ou à l'état de l'art des sujets deep tech.
littéralement ce qui se fait de mieux. Donc et comment ça se fait de mieux? C'est parce que ces gens-là ne vont pas travailler à temps plein pour nous, ils vont continuer leur projet, ils vont continuer à être hands-on, et ils vont juste nous donner un petit créneau de temps pour venir converger ensemble, pour venir se désiloter les uns les autres, et pour venir traiter des sujets les plus up-to-date qu'on puisse trouver. Donc c'est ça, Convergence. C'est vraiment une sorte d'équipe, une team qui est en train de se construire à l'international. Pour l'instant, on est en discussion avec Singapour, on est en discussion avec Genève, on est en discussion évidemment avec la France et à Paris, on est en discussion avec le gouvernement de Montréal pour avoir ces différents hubs. On est en discussion également de plus en plus avec l'Afrique du Sud. Et notre but, c'est vraiment d'avoir quelques spots. On ne veut pas être des milliers. Au contraire, 30 personnes compétentes au maximum. Le but, c'est de remplacer la quantité par la qualité et que face au bruit informationnel qui est en train de nous arriver sur toutes ces technologies, aujourd'hui, on veut quelqu'un qui nous parle très bien de GenAI. Bonne chance pour aller trouver ça sur Internet. Face à ce bruit informationnel, de venir nous sortir, du moins du mieux qu'on le peut, la bonne information et la mettre à disposition des corpos. Et aujourd'hui, on dit, plutôt que de venir faire des missions de 3 mois qui font à peu près 150 slides et beaucoup d'argent perdu, faisons des missions de 3 jours avec des gens qui savent exactement de quoi ils parlent parce qu'ils le font tous les jours et venons résoudre des problèmes plutôt que de poser 1001 questions. Voilà un petit peu sur une méthode de comment se préparer à être future ready. C'est misons sur la qualité plutôt que la quantité, travaillons avec les personnes qui ont véritablement le talent. Et moi, c'est à ça que je me suis dédiée. Aujourd'hui, j'ai quitté les boulots que j'avais pour me dédier à trouver ces talents-là et à les mettre en lumière. Parce que dans les milieux politiques, recherche et institutionnels que j'ai pu, dans lesquels j'ai pu être, trop souvent, c'était pas eux qui avaient le micro, alors que c'était vraiment eux qui avaient les réponses. Donc moi, je me suis dédiée à passer mon temps à chercher ces gens qui ont les réponses, à les mettre ensemble et à venir ensemble faire des offres à des différentes corpos et institutions. Donc on est évidemment à disposition pour vous aider à être future ready. Mais Alexa, maintenant qu'on a bien parlé de convergence, je pense qu'il faut quand même ne pas oublier qu'aucun changement ne se fera s'il n'inclut la moitié de l'humanité. Est-ce que des gens bossent dessus? Merci pour la data accumulée. Oui, effectivement. Le Women's Organization for Research, Leadership and Decentralization travaille également à ces sujets. Mais parle-moi un peu plus. Qu'est-ce que c'est que World, du coup? C'est ça? Ça s'appelle World? Exactement. Ils sont en charge de la délégation innovation du Global Summit of Women 2024 qui aura lieu à Madrid. Et est-ce qu'il y a un moyen de venir aider cette délégation qui va venir du coup représenter la France, mais effectivement de plus en plus de femmes dans le monde? Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec eux? En les trouvant. Merci Alexa. Je sens qu'il va falloir qu'on mette quelques indices supplémentaires dans l'information qui suivra. Eh bien, Alexa, je crois que nous avons fait une bonne introduction sur comment se préparer au futur. Le monde numérique, en fait, c'est un peu comme un enfant qui a dû grandir trop vite. On est dans un moment d'Oli. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette brebis qui avait affolé absolument toute la communauté scientifique au moment où il avait fallu poser la question du clonage. En fait, à un moment, l'humanité a fait quelque chose qui, d'un point de vue scientifique, allait trop loin, dépasser ce que l'humanité, au sens global, voyait comme acceptable, ou du moins ce qu'un bout d'humanité, puisqu'il y a bien évidemment eu des débats. Sauf qu'en fait, pour être en capacité de dire là, ça va trop loin, eh ben, en fait, on avait des siècles et des siècles de maturité sur les sujets éthiques, bioéthiques et en termes de santé. Nous n'avons pas de serment d'Hippocrate du numérique. Le numérique, c'est un monde qui, à l'échelle de l'humanité, est extrêmement jeune. C'est un ado qui, d'un coup, est en train à qui on vient de dire finalement, maintenant, tu es un peu en charge de l'avenir du monde et c'est un peu par toi que tout va passer ou que tout se terminera. Et on demande à cet ado qui a vraiment dû grandir beaucoup trop vite, d'un coup se retrouver en responsabilité. Alors finalement, est-ce que le moyen d'être future ready, c'est pas de le faire grandir, cet ado, et nous tous avec? Est-ce que finalement, c'est pas de venir se centrer sur l'éducation plutôt qu'investir des sommes faramineuses, ce qu'il faut toujours faire évidemment dans des sujets technologiques, investir des sommes faramineuses dans la formation de nos développeurs à des sujets éthiques, dans la formation de nos décideurs à des sujets technologiques, dans la formation de notre société civile pour qu'ils aient l'impression d'avoir une voix, because they all have a fucking voice. Donc est-ce que finalement l'éducation n'est pas le vrai moyen d'être future ready et de s'en donner les compétences et de sortir de cette espèce d'immaturité technologique dans laquelle on baigne finalement tous un peu parce qu'on est un sujet récent, parce qu'on est un sujet majeur, mais qu'on reste un sujet qui a beaucoup à apprendre. Alors, comme pour la santé, j'ai envie de dire une seule chose, do not harm. Ce serait presque le serment que tout formateur de technologie devrait prendre, do not harm. Et prenons la tech comme une variable de l'évolution humaine, passons du temps à éduquer nos développeurs, éduquer nos dirigeants. Alexa, veux-tu dire le mot de la fin? Est-ce que je peux rejoindre Convergence? C'est une très bonne question, Alexa. Est-ce qu'une entité non humaine peut rejoindre la team d'une trentaine de super-héros mondiaux? C'est une bonne question. On va prendre l'avis du public et on va les laisser donner leur avis. Mais j'ai envie de dire, tant que tu respectes la charte des valeurs communes, je n'y vois pas d'inconvénient.
Merci.